Salut, c'est Trado. Je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'indice parisien. Alors, on va voir les nouvelles, les plans de trade possibles, un backtest. Comme d'habitude, je vous retrouve juste après ça. Alors, on a beau se dire qu'on l'avait vu arriver, ça fait toujours bizarre quand on perd 1,42%. Évidemment, tous les analystes techniques savaient que la progression actuelle était intenable sur la durée. Et enfin, nous avons eu une progression négative significative, pardon, 1,42%, ce qui nous permet de casser ce biseau ascendant dont on sait que statistiquement, de toute manière, ça se casse plus souvent par le bas que par le haut. À l'origine de la baisse du jour, pas grand-chose, bien au contraire, les candidats vaccins posent leurs cartes sur la table avec Moderna qui avance dans le cadre de son homologation. On a eu également aux États-Unis, en Chine, pardon, des indices d'activité qui sont au meilleur depuis 3 ans. Non, pas grand-chose. Certains argueront que c'est la baisse du prix du pétrole, mais c'est surtout, il fallait chercher un prétexte, et le prétexte a été trouvé pour consolider un petit peu, et c'est très bien ainsi. Donc, le biseau qui a été cassé, on sait que statistiquement, je l'ai dit, ça se casse plus souvent vers le bas que vers le haut, et les objectifs sont d'aller chercher les points auxquels on a raccroché la partie basse du biseau. Donc le tracé est important. Si on le trace ainsi, eh bien on voit que le premier objectif serait d'aller chercher les 5456. Le deuxième objectif serait d'aller chercher les 5346. Ça me semble totalement à la portée de la baisse en cours. On a de toute manière autre chose à prendre en considération. C'est le fait que nous avons un support journalier ici à 5403, 5343 qui sera un endroit où les traders haussiers seront sans doute contents de recueillir l'indice parisien pour repartir dans le sens de la hausse. Alors cela étant, on a backtesté, on a eu le temps de backtester du coup avec cette hausse là, et on a vu que il était généralement plus probable que l'on aille chercher le niveau des 23,6% que le niveau des 38, non, il est plus probable qu'on aille chercher le niveau des 38,2%, pardon, plutôt que les 23,6% dans les contextes similaires à ceux de la hausse actuelle. Je vous renvoie au backtest nombreux de la semaine dernière. Clairement, cela signifie qu'il devrait y avoir beaucoup plus de monde ici que là, sur les 5190 que sur les 5354, tout en sachant que beaucoup de traders pourraient être tentés de rentrer un petit peu ici et un petit peu là, et même peut-être sur les 50%, puisqu'on a vu que dans un cas sur deux, la consolidation allait jusqu'à 50% de Fibonacci. Donc également, à noter que nous avons une potentielle fourchette d'Andrews, parce qu'il faut la mentionner, on ne sait jamais. On a eu un très bon travail des fourchettes d'Andrews depuis quelques temps. Pour mémoire simplement, on avait ici une fourchette d'Andrews, un plus haut, un plus bas, un plus haut. On voit que la médiane, comme il se doit, a été touchée, puis on est sorti. Donc du coup, on avait le droit d'activer une nouvelle fourchette d'Andrews avec un plus bas, un plus haut cette fois, un plus bas. La médiane a également été touchée ici, vous voyez. Je vais enlever la fourchette précédente. Et ce qui nous amène donc à la possibilité maintenant de tracer une fourchette d'Andrews différemment. Je ne dis absolument pas qu'on va aller chercher cet objectif, mais bon, certains seront tentés de le faire, c'est sûr. Donc si on prend la fourchette, alors c'est un peu compliqué, on peut tenter ce tracé-là. Et ça voudrait dire aller chercher, si on le fait, la médiane ici aux alentours de 5130, enfin bon, le temps que ça descende, ça donnerait un autre objectif similaire globalement à ce deuxième support journalier. Alors tout ça, ça donne bien sûr lieu à des trades spécifiques sur lesquels on reviendra un petit peu plus tard. Notons également le champ d'œil japonais du jour. Alors le champ d'œil japonais du jour, il est mauvais, puisque vous voyez on clôture sur les plus bas, donc c'était la débandade. On termine avec une bougie rouge, c'est-à-dire qu'on clôture plus bas que l'on a ouvert, et du coup ça milite également pour que l'on aille plus bas. Les éléments purement techniques sont les suivants: la moyenne mobile à 20 jours, la moyenne mobile à 7 jours. On va mettre le SAR simplement pour voir la première alerte ici. On va mettre également la moyenne mobile à 200 et la moyenne mobile à 50 périodes. Et on fait le bilan de tout ça. J'ai oublié les bandes de Bollinger, voilà. Alors, première des choses à noter, c'est que nous avons enfin notre première alerte baissière sérieuse par le fait que l'on a cassé la M7. On avait expliqué que la tendance
tendance était haussière à court terme tant qu'on était au-dessus de la M7 qui monte. Donc ça veut dire maintenant qu'on est en tendance neutre puisqu'on est au-dessus de la M7 qui monte toujours. La tendance générale est toujours haussière, la tendance de fond est toujours haussière et la tendance de très long terme sur cette unité de temps donnée par un moelle mobile de 100 est également favorable. Donc maintenant il faut savoir que on a le SAR qui traîne ici, on a suffisamment backtesté pour savoir qu'il ne faut pas le casser. Si on le casse, on reviendra sur le phénomène à ce moment-là. La Bollinger supérieure et la Bollinger inférieure convergent, autrement dit la tendance n'est plus à la parallèle haussière, hein, comme ça a été le cas préalablement. En tout cas, nous avons un ensemble d'éléments hein, comme pour des poupées russes, hein, c'est-à-dire qu'un élément après l'autre apparaissant, on peut envisager des scénarios de plus en plus baissiers, mais pour l'instant, sans tirer de plan sur la comète, on est toujours simplement en situation de tendance de court terme qui n'est plus haussière, mais neutre. Alors, les autres éléments techniques, j'aimerais aujourd'hui, le RSI, j'en parlerai dans 30 secondes, hein, il délivre un signal baissier puisqu'il sort de sa zone de surachat, le momentum est toujours positif, donc ça va, le MACD est toujours au-dessus de son signal, mais ça se joue pas à grand chose avant qu'il délivre un signal baissier. On a le MACD 0 qui est un peu inoffensif parce que le signal baissier a déjà été donné il y a plus de 10 séances, donc il ne peut plus rien faire. Le stochastique passe en dessous de son signal, et pour terminer, regardez, ah oui, le CCI, qui lui aussi est assez inoffensif parce que le signal baissier a été donné déjà assez longtemps. Petit détour du côté des volumes pour voir que la séance du jour est marquée par des volumes plus importants. Donc il y a eu des dégagements. Moi, ce que je voudrais backtester avec vous aujourd'hui... Ah oui, j'oublie, il ne faut pas que j'oublie. Pourtant, on m'a signalé par mail plusieurs fois. On m'a dit, ouais, Trado, tu as oublié de signaler le double setup Trado Bull en hebdo. C'est-à-dire que 2 semaines de suite, on a clôturé au-dessus sans contact avec la Bollinger supérieure. Le problème, c'est que j'ai backtesté pour vous il y a déjà plus d'une semaine et je vous ai pas alerté sur ça, tout simplement parce que sur cette unité de temps, il n'y a que 3 occurrences. 3 occurrences avec, si ma mémoire est bonne, une fois ça a monté, une fois ça a baissé. Donc, clairement pas assez d'éléments pour tirer des conclusions. Donc, ce qui est vrai sur les unités de temps journalières avec le double setup Trado Bull ne peut pas être généralisé à l'unité hebdomadaire si on se tient aux dernières occurrences. C'est pour ça que je vous en ai pas parlé. Donc pourquoi pas, hein, peut-être que ça va baisser fortement, mais si on est sérieux et qu'on backteste, c'est pas non plus un élément significatif. Donc maintenant je reviens à mon histoire d'indicateur technique et j'aimerais vous parler du RSI, du signal qu'il délivre et des divergences baissières. Alors si vous êtes coutumier du fait, vous allez comprendre très vite. Si vous ne l'êtes pas, je vous invite à regarder dans le module RSI ce dont je parle, mais l'idée c'est qu'il y a une divergence baissière qui a été créée. Alors attendez, je vais faire un petit peu de ménage, sinon on ne comprend plus rien. Voilà, comme ça va mieux. Et une divergence baissière, ça veut dire que les cours font un plus haut, mais pas l'indicateur technique. Ok, bon, clairement, vous voyez, ça c'est une divergence baissière, puisque nous avons ici les cours qui ont fait un plus haut entre cette bougie et cette bougie en clôture. Par contre, cette bougie, le RSI n'a pas fait de plus haut entre la même bougie et entre les deux bougies sur le même laps de temps. Vous voyez, ça, on a fait ça. Et on m'avait interpellé en me disant oui, mais la Vulgate Trado dit que normalement il n'y a pas de divergence baissière quand le RSI reste dans sa zone de surachat. Alors oui et non, c'est-à-dire que pour moi il y a divergence baissière, mais elle n'est pas activée. Elle est activée au moment où on sort de la zone de surachat, ce qui s'est passé maintenant. Bon, c'est une petite déformation professionnelle. Je ne dis pas que c'est une légitimité quelle qu'elle soit, mais je vais vous montrer seulement par le biais du backtest l'intérêt que ça a d'éventuellement prendre un petit peu de liberté par rapport à la Vulgate. Et voilà ce que j'ai backtesté pour vous. Lorsque l'on a une divergence baissière de RSI, lorsque tout justement le processus se fait dans la zone de surachat et que c'est validé par une sortie de la zone de surachat, que se passe-t-il? Et j'ai décidé de backtester la chose suivante. Le backtest sera réputé réussi si vous prenez la distance entre le moment du signal et les plus hauts récents. Donc là, on est à 1,7%. Donc je fais le pari et le backtest sera réussi si on va d'abord chercher 1,7% dans le sens de la baisse avant de repasser au-dessus des 1,7% dans le sens de la hausse. Alors comme c'est un phénomène très rare, j'ai pas réussi à trouver beaucoup d'occurrences. Je suis remonté jusqu'à l'origine du CAC 40 et je n'ai trouvé que 19 occurrences. C'est un peu limite, mais bon, ça mérite quand même qu'on se penche là-dessus. Je vais exposer avec vous deux exemples pour que vous compreniez. Donc voilà la première occurrence ici. Vous voyez, entre cette bougie-là et cette bougie-là, on a fait des plus hauts. Ok,
mais sur le même laps de temps, on n'a pas fait de plus haut, on a créé une divergence baissière et on est sorti ici de la zone de surachat. Donc le pari était de savoir si on irait chercher d'abord la même distance au plus haut, en dessous ou au-dessus. Voilà, au-dessus, ça donnait 0,98. Vous voyez qu'on est allé chercher 1,28 bien avant. On est même allé chercher, avant de repasser sur les sommets, 3,5%. Mais ça ne m'intéresse pas. Je regarde juste simplement si on fait dans un sens ou dans l'autre la même distance. Ça fait un succès. Là, ça ne m'intéresse pas parce que vous voyez, on est sorti de la zone de surachat. Donc, ça ne m'intéresse pas. C'est pour ça que c'est un phénomène qui est assez rare. Mais rare ne veut pas dire non plus que les résultats sont exceptionnels. Mais bon, autant backtester des choses intéressantes. Alors là, j'ai repéré celui-là particulièrement pour vous parce que c'est une configuration qui est avec une hausse très importante. Hein, et donc, j'avais repéré celui-là. Donc, on a eu ici notre divergence haussière. Pareil, vous voyez. On a fait des plus hauts entre cette période et cette période et on n'a pas fait de plus haut entre cette période et cette période. On est sorti de la zone de surachat ici, sur cette bougie-là. Et à partir de là, comme vous pouvez... Non, c'était sur cette bougie ici. Et on est allé chercher plus... je vous montre une dernière fois. Donc, on ne devait pas passer au-dessus de 1,97. On est allé chercher d'abord 3,04. On a même cherché 5,51 avant d'aller chercher de nouveau plus haut. Donc, c'est un succès aussi. Bon, maintenant, on y va directement. Un troisième succès. Un échec ici. Attendez, je vais dézoomer. Voilà, un succès. Et ici, un échec là. Un succès, un échec. Ici encore un échec, un succès, un échec. Je suis obligé de faire comme ça parce que je remonte aux origines du catch, je ne peux pas me permettre d'aller petit à petit. Un succès, un échec. Encore un succès, encore un échec, encore un succès, et ça devrait pas tarder à être bon. Un succès ici, un autre succès là, deux échecs consécutifs. Et voilà, on arrive à un échec et un taux de réussite donc de 12 succès pour 7 échecs, ce qui nous donne sur les 19 occurrences 63% de succès de la stratégie. Est-ce que ça veut dire que vous auriez pu, dès la clôture de lundi ou dès l'ouverture mardi, spéculer à la baisse en pariant sur le fait que on va d'abord aller chercher, eh bien c'est simple, hein, 1,76% à la baisse avant de faire plus 1,76%? Non, vous ne pouvez pas le faire. Vous ne pouvez pas le faire parce que vous ne savez pas à quel moment vous rentrez, à quel moment vous sortez, à quel moment vous prenez votre profit, à quel moment vous prenez votre perte. Bref, moi, tout ce que je veux vous donner ici, c'est ma méthode de travail. Ce qui est sûr, c'est que si vous avez parié sur le fait que l'on rebondira tout de suite et qu'on fera des plus hauts, sachez que vous n'êtes pas véritablement dans le sens des statistiques et que les statistiques disent qu'on n'a pas fini de baisser. On passe à l'Ishimoku. Et l'Ishimoku nous montre que c'est toujours haussier, mais, alors mais quoi? Mais on a cassé la Tenkan, hein. Alors, pas de doute pour la tendance, hein. On est au-dessus du nuage, on est au-dessus de la Kijun qui monte, au-dessus de la Tenkan, enfin la Tenkan monte, par contre la Tenkan a été cassée. L'élastique a été tendu, là il s'est détendu et on a cassé la Tenkan. Ça ne veut pas forcément dire qu'on va aller chercher la Kijun, mais ça veut dire qu'il y aura des acheteurs sur la Kijun, ça c'est sûr, hein. Pour l'instant, la tendance de court terme au regard de l'Ishimoku donnée par la Tenkan est cassée. On termine avec les trades du jour. Alors, si vous êtes baissier, ben, vous avez compris. Vous pouvez par exemple trader ce que je viens de mentionner. Ok, je l'ai dit. Vous visez au regard du backtest que l'on a fait 1,73% vers le bas. Ok, vous pouvez viser plus si vous voulez. Mais moi, je vous dis simplement là, puisque c'est ça que j'ai backtesté, et vous mettez votre stop au-dessus des précédents sommets. Ça, c'est jouable. Vous pouvez également parier à la hausse. Alors moi, j'attends maintenant depuis des jours et des jours que l'on vienne chercher un support. Eh bien, ceux qui veulent acheter sur les 23,6% peuvent acheter, bah, je l'ai dit, hein, si on tire les Fibos, parce que tout ça, ça a été backtesté, c'est pas fait n'importe comment. Encore une fois, c'est pas que de l'instinct, hein. Donc, ça voudrait dire attendre qu'on aille chercher les 5,345 et puis acheter sur ces niveaux pour parier sur un retour sur les sommets. Le problème, ça va être celui du stop, hein. C'est-à-dire que si vous achetez sur les 23,6% et que vous avez un objectif à 5,11%, on va dire 5% pour faire simple, il faut que votre stop il soit en dessous du support journalier ici, maximum. Oh non, vous avez la marge, hein. Bon, c'est pas mal, 4%, donc ça se laisse jouer, hein. D'ailleurs, je ne vous cacherai pas que c'est ce que je vais faire. Si on va chercher les 5345,
j'achèterai, je viserai un retour sur les plus hauts avec un stop loss en dessous des 38,2%. Bon, si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, tant pis. Mais en tout cas, je suis du côté des statistiques avec un bon ratio gain-risque. Je prends. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous invite à regarder à la fin de cette vidéo les autres analyses du week-end, notamment la préparation de la semaine de trading, l'or, l'analyse technique de moyen terme. N'oubliez pas l'analyse technique de moyen terme, c'est toujours important de voir ce qu'il y a au-delà du guidon. Et je vous dis à demain pour la mise à jour.